Merci Vous d'être avec m'entendez? nous sur Radio J. On va d'abord parler de la Turquie. Hier, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, est revenu sur ce que l'on a qualifié de Sofagate. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite à Ankara mardi dernier, qui n'a eu d'autre choix que de s'asseoir sur un canapé lors d'une réunion avec le chef d'État turc, Recep Tayyip Erdogan, et le président du Conseil européen, Charles Michel, qui eux étaient assis sur des fauteuils préparés pour la rencontre. Clément Beaune évoque un affront, un piège, un acte délibéré. Est-ce que c'est aussi votre avis? C'est très difficile de savoir quelles étaient les intentions derrière cette façon d'organiser les choses. Je pense que clairement, M. Erdogan n'avait pas envie de se laisser faire la leçon par Mme von der Leyen, qui avait réagi assez vivement à la décision de la Turquie de sortir de l'accord d'Istanbul, qui est un accord qui est destiné à lutter contre les violences faites aux femmes. Donc Mme von der Leyen était venue en Turquie avec l'intention d'évoquer le sujet. C'était d'ailleurs le thème de la rencontre qui était prévue ce jour-là, parler des droits de l'homme, mais aussi des droits de la femme, des droits de l'enfant. Et ça a clairement été une façon, je pense, pour M. Erdogan et ses services de faire un affront à Mme van der Leyen. Alors, ce qui est plus troublant dans cette affaire, c'est le fait que ce protocole a été approuvé par les services de M. Charles Michel, le président du Conseil européen. Mhm. Donc je pense que ce qui se joue aussi dans cette affaire, c'est une petite guerre entre Mme van der Leyen et M. Charles Michel quant à savoir qui a la compétence de représenter l'Union sur la scène internationale. Dans un article sur le site The Conversation, vous écrivez, je cite, l'incident marque les limites de l'action extérieure de l'Union européenne. Vous parlez de manifestations de guerre froide, d'un symbole même de la faillite de la politique étrangère de l'Union européenne. Ça va quand même jusque-là, parce qu'on pourrait penser que c'est un incident, certes diplomatique, très relayé sur les réseaux sociaux, mais vous allez quand même jusque-là. C'est aussi grave que cela, cette affaire de ce qu'on a appelé le Sofagate. C'est pas aussi grave que ça, mais simplement ça met en exergue le fait que la représentation extérieure de l'Union européenne est délibérément organisée avec une certaine confusion. Je Mhm. pense que les États membres, les chancelleries des 27 n'ont pas du tout envie que l'Union européenne soit représentée sur la scène internationale par une seule personne qui aurait la capacité de s'exprimer au nom de l'Union européenne. Alors on a Mhm. organisé un peu cette division. La présidente de la Commission européenne qui représente l'Union européenne pour tout ce qui concerne, ce qui relève des politiques de l'Union européenne, l'environnement, l'agriculture, le commerce. Le président du Conseil européen qui représente l'Union européenne pour ce qui concerne la politique étrangère, la sécurité, ce qui relève plus à proprement parler de la diplomatie. On a aussi un haut représentant pour les affaires étrangères de l'Union européenne, M. Josep Borrell, qui est censé conduire cette politique. Et donc, on a ce triumvirat qui passe son temps à se marcher sur les pieds. Et je crois que, de mon point de vue, que c'est parfaitement délibéré, que les États membres ont organisé cette sorte de cacophonie de manière à être certain que l'Union européenne ne prenne pas d'initiative trop forte sur ces questions-là. Et je pense que ce qui s'est passé à Ankara illustre parfaitement le fait qu'on a cette forme de polyarchie pour les relations extérieures de l'Union européenne, que M. Erdogan a très bien réussi à s'en servir, parce que lui, il a dit, moi, je n'ai fait que respecter le protocole, et Mhm. qu'on voit aussi une espèce de guerre sous-jacente entre M. Michel et Mme van der Leyen. Donc clairement, ça montre la difficulté qu'a l'Union européenne de s'exprimer clairement face au leader d'un grand bloc comme M. Erdogan. On peut dire la même chose effectivement pour la Turquie, mais on peut dire pareil pour la Chine et la Russie aussi, qui profitent aussi de cela. On le voit encore ces jours-ci, notamment avec la Russie et l'Ukraine. Donc effectivement, d'autres pays, d'autres puissances en profitent. Il n'y a pas que la Turquie. Il n'y a pas que la Turquie, les relations avec la Russie sont très compliquées. On se souvient tous de la visite qu'a fait M. Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, en février à Moscou, où il avait été reçu par M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Au moment même où Borrell était là en train de discuter avec Lavrov, les Russes ont expulsé 3 diplomates européens qui étaient accusés de soutenir l'opposant Navalny. Hmm. On a aussi infligé à M. Borrell une conférence de presse où tous les journalistes qui étaient dans la salle lui ont posé des questions sur des sujets sensibles avec une attitude relativement agressive vis-à-vis de l'Union européenne. Et c'était très compliqué pour Borrell de réagir à tout ça, surtout compte tenu de son rang hiérarchique pas très clair. Donc c'est excessivement compliqué pour les représentants de l'Union européenne de discuter sur un pied d'égalité
avec les représentants des autres grands blocs, alors même que c'est la prétention que l'Union européenne a aujourd'hui. Alors peut-être qu'après c'est une question de pays. Comme on le sait, hein, dans quelques mois, Angela Merkel va passer la main en Allemagne. Il n'y a pas forcément de grands leaders européens qui se dégagent. Toutefois, est-ce que justement la France aurait un rôle à jouer? Car on a le sentiment qu'avec la Turquie, il n'y a que le rapport de force qui fonctionne. On le sait que depuis quelques mois, ce rapport de force est réel entre Emmanuel Macron et Erdogan. On parle d'ailleurs de ce Français, Fabien Azoulay, qui est depuis 3 ans et demi en prison à Istanbul. Donc est-ce que la France peut quelque part reprendre le flambeau, si je puis dire, pour vraiment dialoguer et avoir des positions fermes aujourd'hui avec Ankara? C'est l'intention de la France. La France a toujours eu une vision de l'Union européenne qui laissait beaucoup d'importance à l'idée d'une action extérieure de l'Union européenne. On a toujours dit de la France qu'elle rêvait de l'Union européenne comme d'une extension à la grandeur française. Il y a des pays qui n'ont pas du tout envie que l'Union européenne soit très active à l'échelle internationale, qui n'ont pas envie que l'Union européenne soit une espèce de pendant aux États-Unis, à la Russie, à la Chine. La France a toujours vu l'Union européenne de cette manière-là, et ce qui est intéressant, c'est que à partir du 1er janvier 2022, c'est la France qui va occuper pour 6 mois la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et la France a un programme très ambitieux, notamment en matière d'affaires étrangères, et monsieur Macron ça va être un peu son baroud d'honneur, parce que il va quitter la présidence peut-être au milieu de cette présidence de l'Union européenne, puisqu'on aura les élections présidentielles en France, et il entend bien montrer à quel point il a des ambitions pour l'Union européenne à l'échelle internationale. Alors le problème, c'est que depuis 2017, M. Macron fait des discours, fait des propositions qui sont ambitieuses pour l'Union européenne. Personne ne lui conteste réellement ce droit, et vous l'avez dit, il est un peu seul aujourd'hui sur la scène européenne à avoir de grandes ambitions pour l'Union européenne, mais on ne peut pas dire non plus qu'il ait été fortement soutenu par ses partenaires. Donc là, il est un petit peu dans un entre-deux, le seul à parler et à proposer des choses un peu ambitieuses, mais avec un soutien de la part de ses camarades qui est relativement modéré. Avant de parler de la vaccination, de la campagne de vaccination au niveau européen, une question sur l'Iran. On en parle bien sûr beaucoup ce matin avec cette panne électrique dans une centrale nucléaire. Ça se passe du côté de Natanz, dans le centre du pays. L'Iran qui a annoncé samedi la mise en service de nouvelles cascades, je cite, de centrifugeuses modernisées. Est-ce que l'Union européenne sert à quelque chose dans les discussions justement pour essayer de réintégrer les États-Unis dans l'accord nucléaire, alors que dans le même temps, l'Iran continue de son côté à faire ce qu'il veut dans le domaine nucléaire? L'Union européenne a vraiment le mauvais rôle dans cette affaire, parce que ça fait des années que l'Union essaye d'être un point de modération entre l'Iran d'un côté, qui est toujours dans la provocation, et de l'autre côté les États-Unis, notamment à l'époque de M. Trump, qui était dans la recherche de l'affrontement. Depuis que M. Biden a été élu, il a dit clairement qu'il était prêt à revenir dans l'accord de 2015, qui est l'accord qui essaye d'organiser la dénucléarisation de l'Iran, ou en tout cas la limitation des équipements nucléaires de l'Iran, mais maintenant dans un point difficile de la négociation, parce que les Iraniens disent: nous ne reviendrons dans l'accord dont ils sont eux-mêmes sortis que lorsque les Américains lèveront leurs sanctions, et les Américains disent: nous ne lèverons nos sanctions que quand les Iraniens seront revenus dans les limites de ce qui a été prévu par l'accord. Et l'Union européenne est un peu coincée entre les deux, en essayant de faire entendre raison aux uns et aux autres. On a un peu l'impression d'être dans un film de mafieux où l'Union européenne serait le parrain qui essaye de calmer un conflit entre deux familles rivales. C'est un rôle qui est très difficile à jouer, et tout ça excessivement complexe, avec beaucoup de provocations de part et d'autre. Et il est vrai que les Iraniens actuellement filent un mauvais coton, parce qu'ils essayent de forcer la main aux Américains, d'obtenir la levée des sanctions avant tout effort de leur part. Et une question justement sur la vaccination. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qui est dit aujourd'hui, tous les retards de livraison ne montrent pas le même problème qu'avec la Turquie, c'est-à-dire un exécutif européen à plusieurs têtes, tout le monde se marche sur les pieds, tout le monde dit tout et son contraire. On a Thierry Breton qui a un rôle très important, commissaire européen au marché intérieur. On a Ursula von der Leyen qui s'exprime aussi régulièrement sur les retards de livraison. Est-ce que c'est pas le même problème d'une certaine manière, la vaccination, qu'avec le sujet turc? Plusieurs têtes pour parler d'un sujet. On a l'impression que aujourd'hui on ne sait plus où on en est au niveau européen de cette campagne de vaccination qui cumule les retards. Oui, alors il y a plein de choses dans ces retards, et une partie des retards sont aussi livrés aux industriels, à AstraZeneca en l'occurrence. Il est clair que l'Union européenne a choisi dès le départ de dire: on va avoir
peut-être pas dès le départ, et c'est ça un autre problème. On va avoir une stratégie d'achat des vaccins qui va être intégrée à 27 pour éviter que les pays européens partent en désordre et se fassent concurrence pour obtenir les vaccins et que les industriels fassent monter les tarifs en face. Donc l'Union européenne a négocié en bloc l'achat des premiers lots de vaccins, mais elle a été assez lente dans la négociation et très prudente, puisqu'elle a attendu d'avoir la certification des vaccins pour les acheter, alors que d'autres pays comme le Royaume-Uni, comme Israël, comme les États-Unis ont acheté tout de suite sans savoir si les vaccins, d'une certaine manière, seraient autorisés à la vente ou pas. Maintenant, on est dans une phase où ça va un peu mieux. L'Union européenne a relancé un grand plan d'achat d'1,8 milliard de vaccins pour tenir compte des éventuelles mutations du virus. Mais simplement, l'Union européenne, c'est la première fois qu'elle fait ça. Alors, ils ont été lents au démarrage, ils ne sont pas très forts dans la négociation, mais je crois qu'ils sont en train d'apprendre. Mais vous avez raison, l'Union européenne, ce n'est pas une fédération et il y a une difficulté pour la Commission, à un moment donné, de faire taire tout le monde et de dire voilà comment on fait. Surtout face effectivement à une situation urgente comme on la connaît actuellement avec cette pandémie qui se poursuit. Merci beaucoup Olivier Costa, directeur de recherche au Merci. CNRS, chercheur au CEVIPOF, professeur et directeur du département d'études politiques et de gouvernance européenne au Collège d'Europe de Bruges. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J.